Bonjour et bienvenue. Quand on pense à Shilin, à Taipei, l'image qui vient tout de suite, c'est l'effervescence de son marché de nuit, évidemment. Bien sûr, Mais les sources qu'on a sur la table aujourd'hui nous racontent une toute autre histoire. On va plonger dans les couches d'histoire cachées juste sous nos pieds. absolument. On a 5 récits qui, mis bout à bout, dressent un portrait complètement inattendu de ce quartier. On va découvrir un Chilin qui a été un centre de pouvoir fortifié, un champ de bataille pour la mémoire, et même un laboratoire d'ingénierie à ciel ouvert. Notre mission, c'est donc de décortiquer ces histoires pour en révéler les contradictions et les trésors. On va voir que ce quartier est un véritable microcosme de toute l'histoire de Taïwan. Alors, c'est parti, décortiquons tout ça. Allons-y. On commence avec la fondation à l'époque de la dynastie Qing. Il y a un nom qui revient partout, Pan Yongqing. Les sources le présentent comme le grand architecte de la nouvelle rue de Shilin. Quelle était sa vision au juste? Ce n'était pas juste un village qui poussait au hasard. Pas du tout. C'était une ville planifiée. Et son intention était double. Il y avait bien sûr le commerce, c'était le moteur, mais l'objectif premier, et c'est crucial pour comprendre la forme de la ville, c'était la défense. La défense. Oui. Il faut s'imaginer le contexte de l'époque, une frontière en pleine colonisation où les attaques de bandits étaient une menace constante. La sécurité, c'était la priorité absolue. D'accord, je vois. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fortifie une ville naissante comme ça? Les sources parlent de canaux, les Shuidong. C'était quoi leur rôle? Alors, c'est là que réside toute l'ingéniosité du plan de Pan Yongqing. Ces 2 canaux qu'il a fait creuser n'étaient pas que de simples voies d'eau. Mhm. D'abord, ils servaient de ports intérieurs, bien abrités, où les bateaux de marchandises pouvaient accoster en toute sécurité. Et en même temps, ils formaient des douves naturelles qui encerclaient et protégeaient le cœur de la ville. Ah, c'est brillant. Une ville forteresse marché en quelque sorte. C'est une excellente façon de le voir. Et au centre de ce système, on trouvait tout un écosystème complet. Le temple Sixian pour la vie spirituelle, le marché pour l'économie, et juste à côté, le manoir de Panyongting lui-même, le Panyunji. Son emplacement n'était pas un hasard, j'imagine. Pas du tout, c'était le centre de commandement, quoi. D'où l'expression locale qui disait de la ville qu'elle était petite mais parfaitement équipée. Une formule qui résume parfaitement l'idée. On a donc cette image d'un plan urbain vraiment visionnaire. On s'attendrait à ce que ce manoir, cette pièce maîtresse de plus de 128 ans, soit aujourd'hui un trésor national. Mais si j'ai bien lu, la réalité est... euh, Beaucoup plus. Et c'est assez tragique. Le manoir était bien en procédure de classement pour devenir un monument historique. Mais il y a quelques années, une partie a été démolie par des descendants de la famille qui voulaient reconstruire. Ah oui? Ça a créé un conflit énorme avec d'autres membres de la famille et les autorités. Mais ça nous met face à un vrai dilemme, non? Comment concilier le droit à la propriété privée d'une famille avec la préservation d'une mémoire qui appartient à tout le monde? C'est toute la complexité de la préservation du patrimoine aujourd'hui. L'histoire de ce manoir nous montre que les plus grandes menaces ne sont pas toujours le temps ou les catastrophes. Ce sont les conflits d'intérêts modernes. Exactement. La pression immobilière, les désaccords familiaux. Ici, le patrimoine n'a pas disparu par accident, mais suite à une décision humaine. C'est ça qui le rend si poignant. Donc pour les visiteurs, le trésor caché, c'est une sorte de chasse aux fantômes. Il faut se promener le long de Dananlu et dans la ruelle 101 de Wenlinbeilu. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Les courbes de ces rues modernes, en fait, elles suivent le tracé exact des anciens canaux. C'est une manière de ressentir physiquement le plan de cette ville originelle qui dort juste sous l'asphalte. On marche sur l'histoire sans même s'en rendre compte. Cette idée de l'eau comme élément central du design de Shilin est fascinante. Et il semble que ça ne s'est pas arrêté avec la dynastie Qing. D'après les sources, les Japonais, en arrivant, en ont fait un projet d'une toute autre ampleur. Oh oui, là on change complètement d'échelle. Entre 1928 et 1932, ils construisent le système hydraulique de Kaoshan, l'ancien nom de la montagne Yangmingshan. L'objectif, c'était d'alimenter Taipei. Oui, une Taipei en pleine explosion démographique. C'était un projet colossal, une immense fierté pour l'ingénierie coloniale. On disait que l'eau de la source était si pure qu'elle n'avait quasiment pas besoin de traitement. J'ai été frappée, dans les sources, par cette inscription qu'on trouve encore aujourd'hui. Huashui To, la source d'eau vive. Ça sonne comme bien plus qu'une simple description technique. C'est tout à fait ça. C'est une déclaration de victoire de la technologie sur la nature, un monument à sa propre gloire. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment surprenante. Juste à côté de cette infrastructure scientifique, ils construisent en 1938 un sanctuaire shinto.
Attendez, un sanctuaire religieux juste à côté d'une station de traitement de l'eau, ça semble contradictoire. C'est une juxtaposition qui en dit long. Pour eux, il n'y avait pas de contradiction. Cette maîtrise technologique était si impressionnante, si vitale, qu'elle méritait presque une forme de consécration divine. C'est une façon de sacraliser l'ingénierie elle-même. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on trouve encore aujourd'hui les vestiges, les lanternes de pierre, le bassin de purification, les statues des chiens gardiens, les komainu. C'est fou. J'ai dû passer devant la station de métro Jantan des dizaines de fois sans jamais imaginer qu'un sanctuaire shinto se cachait juste là, à quelques mètres. Et c'est ce que les sources appellent son isolement à portée de main. Géographiquement, c'est très accessible, mais culturellement, il est tombé dans l'oubli. Un lieu vital qui soutient la ville, mais que la ville a complètement oublié. C'est ça. Le trésor caché ici est donc ce chemin improbable. Depuis la station Jantan, il faut marcher vers les bureaux de la Compagnie des Eaux, trouver un escalier en béton un peu anonyme, et en quelques minutes, on quitte le vacarme pour un silence presque total. On peut y voir l'inscription « Source d'eau vive » et puis s'asseoir dans les ruines du sanctuaire. C'est un secret incroyablement bien gardé. On a vu des conflits autour du patrimoine, ce mélange de technologie et de croyances. Mais les sources nous emmènent aussi vers un conflit bien plus sombre, sur la colline de Jishanyan. Oui, on remonte en 1895, tout au début de la domination japonaise. Une révolte armée éclate. Et la cible est très spécifique. Les 6 professeurs japonais de la nouvelle école de langue nationale. Ils sont tous tués. Oui. Le récit initial, c'est celui d'une résistance contre une éducation servile, une assimilation forcée. Mais ce qui rend ce lieu si complexe, ce n'est pas tant l'événement que la façon dont son histoire a été complètement retournée. Encore et encore. Exactement. Pendant toute la période coloniale, les Japonais ont fait de ces 6 professeurs des martyrs de l'éducation, des pionniers de la civilisation. Et puis, tout change après la guerre. Le gouvernement du Kuomintang arrive et il réécrit totalement l'histoire. En 1958, une nouvelle stèle est érigée au même endroit. Mais cette fois, elle qualifie les assaillants taïwanais de gens justes, les Yimin, qui se sont battus par fierté nationale. Les victimes deviennent des oppresseurs et les assaillants des héros. Voilà. Donc, les mêmes personnes peuvent être des bandits, tout-faits, ou des héros patriotes Yimin, selon qui est au pouvoir et tient le stylo. Cette colline est une leçon d'histoire à elle toute seule. Précisément. Jishanyan, ce n'est plus seulement un lieu de mémoire, c'est un lieu qui nous force à questionner la nature même de la vérité historique. Le paysage devient un texte politique où différentes couches de récits se contredisent. La question n'est plus « que s'est-il passé ?», mais « qui raconte l'histoire et pourquoi ?» C'est tout à fait ça. Le trésor caché ici n'est donc pas un point sur une carte, mais une promenade de réflexion. L'idée, c'est de chercher ces différents monuments qui coexistent, de comparer la stèle japonaise et la stèle chinoise, et de voir de ses propres yeux comment le pouvoir sculpte le passé. En parlant de pouvoir, il n'y a pas de plus grand symbole du pouvoir à Shilin après la guerre que la résidence officielle de Chiang Kai-shek. En regardant les photos dans les sources, un détail m'a vraiment marqué. Cette couleur verte, partout. Pourquoi ce vert encre ? Alors cette couleur, le moulus, c'est tout sauf un choix esthétique. C'est une pure stratégie militaire. Ah oui, La couleur a été choisie pour ses propriétés de camouflage. L'objectif était que tout le complexe se fonde dans la végétation pour échapper aux raids aériens. Ce vert, c'est la couleur de la tension de la guerre froide. C'est une solitude politique rendue visible. C'est la couleur d'un régime qui se sentait assiégé. ce qui rend l'ouverture du site au public en 1996 un moment symbolique incroyablement fort. On passe d'une forteresse cachée à un parc public. C'est la traduction architecturale d'une transition démocratique, de l'isolement à l'ouverture. Et il y a là-dedans une ironie magnifique. Cet isolement militaire, qui a duré presque 50 ans, a une conséquence totalement inattendue. Laquelle ? En interdisant l'accès, il a créé une enclave écologique exceptionnelle en plein cœur de Taipei, préservant une biodiversité incroyable. C'est fascinant. La paranoïa d'un régime a accidentellement créé une réserve naturelle. Pour les visiteurs, au-delà de la résidence elle-même, quel est l'endroit qui capture le mieux cette double nature du lieu ? Les sources recommandent de s'attarder sur la chapelle Karaïj. C'est un bâtiment très simple, presque modeste, mais c'est là que l'intime, la vie de famille des Chiang, croisait le destin politique de toute une nation. Et puis,
Il faut aussi explorer les anciens baraquements des gardes. C'est là qu'on ressent le mieux cette atmosphère de pouvoir reclus, de camouflage permanent. On a beaucoup parlé de pouvoir qui vient d'en haut, un notable, l'État colonial, mais la dernière histoire des sources nous ramène à l'eau, mais d'un point de vue totalement différent. Oui, on retourne sur les contreforts de Yangmingshan pour découvrir le système des anciens canaux de Pingding. Il s'agit de 3 canaux, creusés à la main, au fil des générations, par les premiers colons pour irriguer leurs terres. C'est une épopée de l'ingéniosité locale, en fait. Exactement. Et le contraste avec le système de Kaoshan dont on parlait est saisissant. D'un côté, le projet japonais, grandiose, étatique. De l'autre, ces petits canaux presque invisibles construits par et pour la communauté. C'est ça. D'un côté, l'hydraulique moderniste, de prestige, de l'autre, l'hydraulique de subsistance, née d'un besoin vital. Et le plus incroyable, c'est que ces canaux de Pingding sont toujours en service aujourd'hui. C'est un patrimoine vivant. Donc le trésor caché, ici, c'est l'expérience de marcher le long de cette histoire vivante. Les sources décrivent le sentier comme un tunnel vert, un refuge secret pour échapper à la chaleur. On peut y aller en bus depuis Jiantan, et le sentier suit l'eau, passe parfois même sous le canal. C'est une connexion physique, sensorielle, à l'ingéniosité des premiers habitants de l'île. Alors si on rassemble ces 5 récits, le portrait de Shilin qui se dessine est pétri de contradictions. Oui, on a d'un côté la ville planifiée de la dynastie Qing, visionnaire, et de l'autre, son héritage le plus précieux qui disparaît à cause de conflits bien modernes. On a l'ingénierie moderne, célébrée par une inscription, juste à côté d'un sanctuaire shinto complètement oublié, qui devait pourtant la bénir. On a un seul événement historique sur la colline de Zhishanyan, mais raconté de 2 manières diamétralement opposées, transformant un lieu de mémoire en champ de bataille idéologique. On a le centre du pouvoir absolu qui, par besoin de se cacher, se peint en vert et devient, par un heureux accident, une précieuse réserve naturelle. Et pour finir, on a la coexistence de ces 2 visions de l'eau, la grande hydraulique d'État, imposante, et l'ingéniosité paysanne, discrète, résiliente, et qui continue de faire vivre la Terre. Au final, que nous dit tout ça? Que Shilin est bien plus qu'un lieu à visiter pour son marché. C'est ce que les sources appellent un lieu de réflexion. Les vrais trésors cachés ne sont pas seulement les chemins peu connus, mais ces espaces qui nous forcent à questionner notre rapport à l'histoire, au pouvoir, à la mémoire. Tout à fait. Après avoir exploré ces 5 facettes de Shilin, où le pouvoir se cache derrière une simple couleur et où l'histoire est une pâte à modeler, une question me vient. Combien de nos paysages urbains familiers, ceux qu'on croit connaître par cœur, dissimulent en réalité des histoires aussi contradictoires, qui attendent simplement qu'on apprenne à les lire?